Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire avec Saxo Bank. Aujourd'hui, vous le savez, puisqu'on ne cesse d'en parler dans l'actualité, on va vous parler un peu de risque de blackout. Toujours en deux étapes. La première étape, ça va effectivement consister à faire un peu ce point macroéconomique sur les marchés. Et puis ensuite, mon collègue Nicolas, vous avez l'habitude, fera un point sur la plateforme. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez déjà dès à présent les poser, mais on aura dans tous les cas quelques minutes pour des questions-réponses à la fin de cette présentation. Aujourd'hui, la grande question qui est posée, c'est justement de savoir est-ce qu'on a un risque, puisque si on reprend la thématique des médias, est-ce qu'il y a un risque de blackout cet hiver. Le premier point qui me paraît essentiel, c'est tout simplement de savoir de quoi on parle, l'importance des mots. Euh, il y a une différenciation à prendre en considération entre un blackout avec des conséquences économiques qui seraient importantes. Qu'est-ce qu'un blackout? C'est tout simplement si vous avez un effondrement incontrôlé du système électrique. Donc, du jour au lendemain, on a un problème, par exemple, de puissance, effectivement, qui ne peut pas répondre à la demande, et donc vous avez un effondrement du système. Bien évidemment, l'impact économique va être important. Vous avez un autre élément qui sont les pénuries. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les stocks de gaz en Europe, en France ou dans d'autres pays européens sont insuffisants? La réponse, parce qu'on va y aller très rapidement, c'est qu'il n'y a pas un véritable risque aujourd'hui de pénurie. Et ensuite, le dernier point, coupure tournante. La réalité, c'est que quand on parle de blackout, de risque de pénurie dans les médias, on est plutôt sur un scénario de coupure tournante. Qu'est-ce qu'une coupure tournante? C'est tout simplement si vous n'avez pas suffisamment de puissance dans le système, on va décider d'alléger la demande dans certaines zones géographiques. Donc, vous allez avoir une réduction de l'approvisionnement énergétique dans certaines zones pendant 2 heures. Et bien évidemment, les zones concernées, donc les usagers des zones concernées, seront prévenus. Le point qui est important, c'est qu'on parle énormément de blackout, mais la réalité, c'est qu'on est plus sur un scénario au maximum de coupure tournante. C'est essentiel parce que tout simplement, une coupure tournante, bien évidemment, ça n'aura pas le même impact économique. Ça aura d'ailleurs un impact économique plutôt marginal, à l'inverse, bien évidemment, d'un blackout. Et j'insiste sur ça parce qu'on a eu des indicateurs en début de semaine, notamment les indicateurs PMI, qui nous ont confirmé qu'on aura vraisemblablement une contraction de l'activité en zone euro au dernier trimestre de cette année. Vraisemblablement, la contraction, elle sera plutôt limitée. On devrait être sur un scénario moins 0,1, moins 0,2. Si on est très clair, c'est donc pas un vrai sujet. Et si on reste sur scénario au maximum de coupure tournante, on devrait être sur un scénario plutôt donc de récession technique avec un faible impact et notamment pas un vrai sujet du point de vue marché. En revanche, le blackout, qui est très clairement pas notre scénario central, aurait là à l'inverse des conséquences beaucoup plus importantes. Donc j'insiste déjà pour savoir de quoi on parle parce que foncièrement, lorsqu'on regarde aujourd'hui les médias, on a un peu de tout et malheureusement on est souvent très loin de la réalité. Le premier point, c'est effectivement cette question de pénurie. Là, vous le voyez, vous avez un graphique qui vous montre les sources d'approvisionnement à partir du gaz russe, donc à partir de différentes infrastructures, hein, donc notamment l'approvisionnement qui passe par l'Ukraine ou encore par Nord Stream ou Yamal. Vous le voyez très clairement, effectivement, aujourd'hui, on a un approvisionnement qui est marginal par rapport à ce qu'on avait habituellement à la même période de l'année dernière. C'est bien sûr, bien évidemment, les sanctions qui sont à l'œuvre, mais la réalité, c'est qu'on a remplacé effectivement le gaz russe, excusez-moi, par d'autres sources d'approvisionnement. Et aujourd'hui, c'est notamment le gaz naturel liquéfié. Donc là, je vous présente en revanche l'approvisionnement en termes de gaz naturel liquéfié à partir de différentes sources. Et j'insiste notamment sur la partie mauve, où on voit qu'aujourd'hui, on a à peu près, le gaz naturel liquéfié représente à peu près 43% de l'approvisionnement en termes de gaz au niveau européen. Donc c'est extrêmement massif par rapport aux autres sources d'approvisionnement. Et ensuite, le deuxième acteur, c'est le gaz tout simplement en provenance de Norvège, 31,3%. On a donc remplacé concrètement le gaz russe et on a limité cette importation de gaz russe très fortement et on l'a remplacé par du gaz naturel liquéfié. Concrètement, si on regarde en termes d'importation, ce gaz naturel liquéfié vient essentiellement des États-Unis. On a deux sujets. C'est un coût qui est très élevé, ce qui explique que les prix de l'énergie sont importants.
Et le deuxième point, c'est qu'on est finalement, on passe d'une dépendance à l'autre, c'est-à-dire d'une dépendance à la Russie à une dépendance aux États-Unis. Malgré tout, l'Europe essaye de se diversifier un tout petit peu. On a deux éléments en l'espace de 15 jours qui sont notables, à savoir que pour la première fois de son histoire, l'Australie a envoyé un tanker de gaz naturel liquéfié vers l'Europe, alors qu'habituellement c'était vers l'Asie du Nord, hein, concrètement notamment le Japon. Et le deuxième point, c'est que le Mozambique a aussi envoyé sa première livraison de gaz naturel liquéfié à l'Europe. Pourquoi c'est important le Mozambique? Tout simplement parce que ce sont les premières réserves naturelles de gaz liquéfié en Afrique. Donc, on a ce changement d'approvisionnement et vous le voyez, on reste bien sûr toujours sur l'énergie fossile. On a ce changement qui est important et à prendre en considération. Mais bien évidemment, et j'insiste, c'est un coût qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des éléments inflationnistes qui restent importants. Le prix de l'énergie reste aussi toujours très important. Ici, vous avez sur le marché de gros l'évolution des contrats à terme. Donc, j'insiste, c'est le marché de gros et non pas le marché au détail. Ce qu'on voit très concrètement, c'est que vous avez eu ces derniers temps, vous avez la première partie qui est en spot, vous avez effectivement une atténuation des prix de l'énergie qui est très importante, mais vous le voyez sur les contrats à terme et notamment pour les échéances 3 mois, et j'indiquerai par exemple à la France, vous avez encore un bon qui est très élevé. Ça veut dire quoi? Il y a deux éléments qui jouent. Le premier point, c'est que bien évidemment, les conditions climatiques vont influencer la consommation énergétique, la puissance du système électrique et derrière cela, le prix à payer. Alors j'insiste, hein, on ne va pas jouer les météorologues, on n'a aucune visibilité réellement sur à quel point l'hiver sera rude ou pas comparativement aux derniers hivers, mais en tout cas, le marché considère que c'est un élément de challenge. L'autre point, vous le voyez dans mon contrat à terme, si on regarde au niveau Mars, en zone mauve, de nouveau, vous avez la France. Le point qui est important pour la France, c'est que pourquoi le prix à 3 mois est si élevé sur le marché de gros, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, de manière très inhabituelle, on a la capacité nucléaire qui est nettement inférieure à son niveau habituel. On a une capacité nucléaire qui est réduite à 40%, ce qui est très très bas, et c'est bien sûr lié aux problématiques de corrosion sur les réacteurs nucléaires qui va perdurer. J'insiste, un autre élément qui est à prendre en considération, c'est qu'effectivement, si j'avais prolongé ma frise, mais en tout cas, je vous donne les données malgré tout, sur les contrats à terme, toujours sur le prix de l'électricité sur le marché de gros, le point qui est important, c'est qu'on anticipe, hein, en se basant uniquement sur cet indicateur, une stabilisation des prix uniquement à horizon 2026-2027. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, la crise énergétique, c'est un sujet, et on l'a martelé chez Saxo, c'est un sujet qui n'est pas uniquement de court terme, c'est aussi un sujet sur du très long terme qu'il faudra prendre en considération, bien évidemment, en termes d'investissement, en termes macroéconomiques, bien évidemment. L'autre graphique que je voulais vous présenter, c'est un graphique qui sort un peu de la macro. C'est un graphique qui nous renvoie au marché financier. Ici, vous avez le Stock 600 Index en zone verte et sur notre graphique en bleu, vous avez tout simplement toujours notre indice Stock 600 Europe, mais uniquement sur le gaz et le pétrole, avec point de départ 2008. Pourquoi 2008? Parce que c'est la crise financière, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce point de départ. Vous le voyez concrètement, notre indice qui est exposé aux énergies fossiles, c'est l'élément que je voulais vous mettre en avant, sous-performe sur du long terme par rapport à l'indice Stock 600, donc à l'indice principal. Tout simplement pour une raison qui est assez simple, c'est qu'effectivement, on a cet aspect transition énergétique. Ça, c'est la vision sur du long terme. En revanche, si vous regardez depuis le début d'année, les énergies fossiles affichent plutôt une assez bonne performance et surtout, notamment parce qu'elles sont encore très nettement sous-évaluées, notamment si on s'intéresse particulièrement aux actions dans le domaine des énergies fossiles, gaz ou encore pétrole. En termes de portefeuille d'investissement, puisque on discute de cela et c'est l'objectif aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est tout simplement de vous dire que, bien évidemment, la tendance de long terme, c'est la transition énergétique et il est fort vraisemblable que les valeurs adossées aux énergies fossiles sur du long terme sous-performent. Par exemple, sur du 8-10 ans, ça semble assez évident que la tendance qu'on observe depuis 2008, elle va se poursuivre. En revanche, sur du très court terme,
vous avez ce besoin de rééquilibrage en termes d'approvisionnement énergétique qui fait qu'on a effectivement un potentiel de hausse et notamment assez substantiel sur le gaz. Si vous regardez les prix au niveau du cours spot sur le gaz en Europe, on a ces dernières séances, concrètement, une hausse qui est assez importante et qui reflète notamment des inquiétudes sur l'approvisionnement qui vont bien évidemment se renforcer au fur et à mesure si on a un hiver qui est plutôt rude. Là encore, j'insiste, on ne va pas rentrer dans des prévisions. On sait que les prévisions météorologiques au-delà de 3 jours sont peu efficaces, donc on ne va pas se risquer sur cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est vraiment un point à prendre en considération. Ce que je voulais vous présenter un peu avec cette phase introductive, c'est tout simplement que la crise énergétique, du point de vue macro, à l'instant T, avec les éléments qu'on a en notre possession, vraisemblablement, ce ne sera pas une crise avec un fort impact du point de vue macroéconomique. Et justement, ça diverge fortement par rapport à ce qu'on avait pu évoquer, ce qui avait pu être évoqué au niveau de l'été, où grosso modo, c'était un scénario catastrophe qui était mis en avant. C'est pas ça. En revanche, bien évidemment, il y a toujours l'inquiétude sur les conditions climatiques, court terme. Moyen, long terme, la réalité, c'est que la question de l'approvisionnement, notamment en gaz, elle va encore se poser à peu près de la même manière l'année prochaine, avec justement la question du signal prix. À quel prix, évidemment, on sera prêt à importer encore du gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, en tout cas, les tarifs sont très élevés et c'est effectivement un élément inflationniste important. En termes de portefeuille d'investissement, très objectivement, et même si c'est très loin d'être politiquement correct, aujourd'hui, des valeurs qui sont dans le pétrole, dans le gaz, sont très certainement intéressantes sur du court terme en termes d'investissement. Et d'ailleurs, chez Saxo, on a nos portefeuilles un peu classiques d'investissement. Aujourd'hui, lorsque vous avez finalement une grande majorité des portefeuilles qui, en annuel, affichent une contre-performance, vous avez simplement quelques secteurs qui s'en sortent bien. Et effectivement, ce sont les portefeuilles adossés à l'énergie et notamment avec une forte exposition aux énergies fossiles. Donc effectivement, on est quand même sur cette thématique pure d'investissement où il y a quand même des opportunités à cet égard à prendre en considération. Voilà un peu pour cette phase introductive. Avant que je passe la main à mon collègue Nicolas, juste un point de rappel qui est extrêmement important, c'est que notre dernier webinar de l'année aura lieu donc exactement jeudi prochain. On sera le 15-12 à 13 heures. Alors, on ne va pas parler de la BCE, puisque même si ça pourrait être un beau sujet, effectivement, la réalité, c'est qu'on va vous dévoiler, alors non pas en exclusivité, mais on va évoquer avec vous les prévisions choc de Saxo Bank. C'est un exercice qu'on fait traditionnellement. L'objectif des prévisions choc, c'est tout simplement d'envisager quels sont les signes noirs positifs ou négatifs, d'ailleurs, qui n'ont pas été pricés par le marché, qui peuvent avoir un impact important sur les cours. Et cette année, bon, j'espère que les quelques signes noirs sur lesquels on a réfléchi au niveau de Copenhague et de l'ensemble de l'équipe de recherche vont vous paraître intéressants. Et vous aurez aussi, de manière plus concrète, avec mes collègues, on regardera ensemble aussi comment se prémunir contre les éventuels signes noirs sur le marché. L'inscription est juste sur notre site, Saxo Bank, où vous pouvez vous inscrire. Encore merci pour cette petite phase introductive. On se retrouve pour les questions-réponses. Et je laisse donc la parole à mon collègue Nicolas. Ouais, merci Christopher. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est toujours très ravis de vous retrouver chaque semaine pour nos petites sessions webinaires. Donc, comme d'habitude, c'est Christopher là qui fait un point d'introduction assez général, voilà, sur le secteur d'énergie. Moi, je vais aller un peu plus dans le détail, notamment sur la plateforme Saxo. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le pétrole. Sur le pétrole, ça nous concerne tous de près ou de loin, voir comment on peut mettre une stratégie en place sur le pétrole, quelle analyse technique on peut faire, quelle stratégie de volatilité on peut également mettre en place dessus, est-ce qu'il y a des choses à faire. Pourquoi le pétrole? Aussi, le pétrole, on sait que ça réagit extrêmement bien cette dernière année, tous les éléments, que ce soit les éléments macro ou même les éléments géopolitiques. Les éléments macro, je pense effectivement à ce qui s'est passé en Chine, que ce soit effectivement avec le confinement ou là, plus récemment, avec la réouverture, en tout cas les rumeurs de réouverture
post-Covid. On a les craintes de récession aux États-Unis notamment, mais aussi un ralentissement de la demande globale, hein, notamment dû aux effets voilà, de la hausse des taux des banques centrales pour contrer l'inflation. On a la guerre en Ukraine et très récemment, vous avez dû effectivement voir aux informations ce fameux plafonnement du prix du pétrole russe, hein. Donc l'Europe s'est mis d'accord à un prix de 60 dollars pour le pétrole russe. Ça, c'est extrêmement intéressant. On va y revenir, hein. On va y revenir avant de regarder ce qu'on peut mettre en place en termes de stratégie d'analyse technique sur le pétrole. On a également les États-Unis qui effectivement ont impacté leurs réserves stratégiques. On a l'OPEP, hein, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui ont réduit drastiquement leur production. Donc, il se passe énormément de choses sur le pétrole. C'est j'allais dire, avec les indices, et notamment avec les indices américains, ce qui se traite le plus en ce moment, même chez Saxo. Donc, on va voir comment on peut mettre ça en place. Pour ceux qui étaient effectivement présents dans les webinaires précédents, on va mettre ça en place avec des contrats futurs. On va voir comment les contrats futurs permettent de nous exposer à la hausse, mais aussi bien à la baisse sur le pétrole. Et également, on va allier les options uniquement dans le but de trader la volatilité. Quand je dis trader la volatilité, ça veut dire on ne va pas prendre de directionnel sur le pétrole. On va se dire, voilà, moi je souhaite voilà, gagner si effectivement les cours ne bougent pas ou restent dans une certaine zone, ou alors au contraire, je souhaite bénéficier d'une explosion de la volatilité et donc m'assurer, j'allais dire, un gain si la volatilité augmente. Donc ça, c'est une stratégie de volatilité qui se fait avec les options. On verra aussi avec les contrats à terme pour le directionnel pur. Donc simplement pour revenir à ce que vous avez entendu récemment sur notamment le plafonnement des prix russes, on va voir un peu les différents types de pétrole, hein. Il y a le plus connu, vous devez connaître, c'est le Brent, hein, c'est la référence. Le Brent, c'est la référence en Europe, c'est la référence au Moyen-Orient et c'est également la référence en Afrique. Le Brent, hein, c'est pétrole de la mer du Nord. Brent, c'est le nom d'une des plateformes qui compose qui le compose. Il est assez simple d'acheminement parce qu'effectivement, il y a directement un pipeline jusqu'en Écosse. Ce qui le différencie du WTI, hein, qui est le pétrole américain, notamment au Texas. Lui, effectivement, il est plus dans les terres. Donc, souvent, on questionne sur quelle est la différence de prix, hein, ce qu'on appelle le spread entre le Brent et le WTI. On va regarder tout de suite, hein, cette différence de prix entre les deux. Donc, on va se mettre sur le Brent. Alors, pour le Brent, si vous cherchez simplement, vous tapez Brent dans la barre de recherche. Pour ça, il faut avoir activé au moins les futurs depuis les paramètres, hein, paramètres produits de trading. Assurez-vous que les futurs soient bien activés. Donc, une fois que vous avez activé les produits futurs, vous cherchez Brent, donc indirectement, vous prenez le premier. On va superposer les deux graphiques, hein, le Brent et le WTI, pour que vous compreniez effectivement la différence des deux prix. Hop, le petit plus. Voilà, hein, pour ceux qui ne savaient pas comment superposer. Voilà, donc là, on voit que effectivement, ils suivent exactement la même tendance. Par contre, leur prix est différent. C'est-à-dire que le Brent code 78 au moment où on se parle, vous voyez ici à droite, et là à gauche, on a le prix du WTI 73. En fait, cette différence, elle s'explique notamment, enfin, il y a quelques éléments afin de l'expliquer, hein. Premièrement, c'est assez, j'allais dire, c'est assez paradoxal puisque le WTI est de qualité supérieure, au Brent, hein. Le WTI a une meilleure qualité, il a notamment moins de soufre. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le WTI est autour de 0,27 alors que le Brent est un peu plus élevé à 0,34 ou 0,35. Mais en fait, ce qui fait surtout aussi cette différence de prix, c'est l'acheminement. Dans le sens où le pétrole américain est produit vraiment au milieu des États-Unis, ce qui fait que c'est plus compliqué après pour les livraisons. Déjà, voilà, faut aller par voie terrestre et puis ensuite par maritime. Puis il y a aussi beaucoup de restrictions de la part des États-Unis sur l'exportation du pétrole américain. C'est assez contrôlé, alors que le Brent est beaucoup plus simple de livraison. Donc, aussi, voilà, ce qui explique ces différences entre le WTI et le Brent. Alors, en ce moment, c'est l'actualité, donc c'est l'actualité. Donc, je vais aussi vous parler du pétrole russe, hein. La référence russe, c'est ce qu'on appelle l'Oural.
L'Oural, c'est la référence pétrole russe. Alors, simplement pour remettre un peu dans le contexte, comme ça vous comprenez bien la situation. Donc, quand l'Union européenne capte le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril, en réalité, c'est un peu une non-sanction. Je m'explique. De base, l'Union européenne était plutôt pour mettre un embargo complet hein, sur le pétrole russe, complètement arrêter les flux du pétrole russe vers l'Europe, sauf que ça allait poser des problèmes, ça c'est surtout les Américains qui l'avaient souligné ensuite, ça allait poser des problèmes tels que bah, d'arrêter complètement le flux de pétrole russe en Europe, ça allait faire exploser les prix à la hausse, hein, mécaniquement. Donc ils ont fait essayer de faire de la demi-mesure et ils ont préféré caper les prix du pétrole à 60 dollars. Alors, il faut savoir que l'Oural, enfin, il traite déjà avec un discount, donc avec une remise sur les prix du Brent, hein, si on prend le Brent comme benchmark. En réalité, le discount de prix de l'Oural est entre 20 à 30. Au moment où on se parle, je crois qu'il est autour de 27. Donc en fait, il traite déjà avec un discount. Au moment où on se parle, le prix du baril de pétrole russe, hein, référence, donc c'est l'Oural, celui qui est surtout, enfin, qui est produit dans le nord de la Russie. Le prix, actuel, il est plutôt autour des 55 dollars. Vous voyez? Donc en fait, déjà, de base, le pétrole russe se traitait, avec un discount, c'est-à-dire en dessous de ce fameux, plafond de prix. Donc c'est en réalité, ça, c'est une non-sanction, c'est, surtout, pour limiter, les gains que pourrait avoir, Poutine, effectivement, du pétrole, mais c'est pas du tout les interdire. Sachant que voilà, l'Oural traitait déjà avec un discount par rapport au Brent. C'est au moment où on se parle, l'Oural traite autour des 55 dollars le baril. Donc, vous voyez, cette limite des 60, finalement, c'est une non-solution, en tout cas au prix actuel. Ensuite, effectivement, on a eu l'OPEC, hein, l'OPEC qui a réduit drastiquement de 2 millions de barils par jour la production à Vienne, hein, la dernière réunion de l'OPEC. Là, il y, est- il y a une question en suspens pour, euh, pour la prochaine réunion de l'OPEC qui pourrait effectivement réduire de la même encore de 2 millions de barils, hein. Pour l'instant, c'est des rumeurs, il n'y a rien qui a été confirmé, mais ça deviendrait effectivement créer voilà, un fort rebond en tout cas sur les cours du pétrole. Donc, on va faire l'analyse technique, hein. On va faire l'analyse technique du Brent, enfin, l'analyse technique du Brent, voir si on peut en tirer une stratégie et ensuite l'appliquer. Alors, juste avant de la faire, on va regarder les conditions de trading, hein. Rappelez-vous, les conditions de trading, c'est extrêmement important. C'est ce qui définissent, c'est ce qui donne voilà, les caractéristiques du contrat. Donc, le Brent, il est standardisé, hein. C'est un contrat qui est standardisé, qui cote ICE Future Europe, hein. L'ICE, c'est une place boursière à Londres. Il y en a aussi aux États-Unis. Donc, quelle est l'exposition qu'on a lorsqu'on intervient sur un contrat à terme pétrole et notamment sur le Brent, hein, qui est la référence en réalité, j'allais dire référence européenne, mais en réalité, c'est même une référence mondiale. Alors, ce qu'il faut regarder surtout, donc, c'est la marge, hein. Donc, pour vous exposer au Brent, on va vous demander d'avoir sur le compte au moins 10 000 dollars. Donc, quelle est l'exposition? L'exposition, c'est 1000 barils. La taille du contrat, rappelez-vous, hein, c'était pareil sur les indices, pareil sur les options pour ceux qui ont suivi les autres webinaires. Tout ça, c'est des contrats qui sont standardisés, hein, ce n'est pas des produits Saxo Bank, c'est des produits standardisés des places boursières. Et là, un contrat futur sur le Brent est égal à 1000 barils. 1000 barils. Donc en ce moment là, on code 77, 78. Donc ça vous donne une exposition globale à 78 000 dollars. Cote effectivement en dollars. Donc la taille du contrat, c'est 1000 barils. Alors ça, c'est plus, comme ça vous avez l'information, un baril, c'est égal à 159 litres, hein. Un baril de pétrole, c'est à peu près 159 litres. Donc ça, c'est juste anecdotique. Mais voilà, un contrat à terme, ça vous donne une exposition à 1000 barils. Donc ça, c'est important ensuite, vous savez, pour calculer nos plus ou moins values, calculer nos stops, mettre en place notre plan de trading, c'est important de savoir quelle est notre exposition. Donc, c'est-à-dire que pour une variation en fait de 78 du prix du pétrole à 79, on gagne, on perd 1000, hein. C'est ça une taille de contrat à 1000. On a 1000 dollars du point. Alors, on va commencer l'analyse technique, donc on va se placer sur le Brent. Si, haute précision, les dates d'échéance.
les dates d'échéance. En fait, sur le pétrole, il traite avec date d'échéance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous pouvez aller jusqu'à la livraison. Alors bien sûr, chez Saxon, on va pas vous laisser aller jusqu'à la livraison, vous n'allez pas recevoir les barils dans votre jardin. Par contre, il faut savoir qu'il y a des dates d'échéance. Je m'explique. Alors, vous voyez la date d'échéance du, Brent crude, là, il y a écrit février 2023. Et pourtant, sur votre contrat, on indique 29 décembre 2022. Ça, c'est parce que, entre la date, d'échéance, j'allais dire, finale où vous recevez vraiment les barils, et le 29 décembre, il y a ce qu'on appelle la date de notification. C'est-à-dire qu'entre le 29 décembre et le mois de février, les acheteurs et les vendeurs prennent contact entre eux par téléphone, hein, littéralement. Là, enfin, je vous grossis le trait, mais ils s'appellent entre eux et ils se mettent d'accord sur, voilà, la qualité, sur l'endroit exact de livraison, et cetera. Nous, bien sûr, chez Saxon, on ne vous laissera pas aller jusque-là. Donc, on va clôturer la position à ce qu'on appelle la date de notification. La date de notification, et on la clôturera sur le marché, et ça vous évitera de prendre, bien sûr, livraison des barils de pétrole. Donc là, la question ne se posera même pas. On clôture la position, ou vous le faites vous-même, ou on le fera pour vous au 29 décembre 2022, qui est en fait la date à partir de laquelle on rentre en période de notification, où l'acheteur et le vendeur prennent contact entre eux pour livraison en février. Des barils physiques en février, parce que ça reste voilà, un contrat à terme avec livraison physique. Mais donc chez Saxo, ça, vous ne l'aurez pas, il n'y a pas ce risque. Alors, on va commencer l'analyse technique sur le Brent. Donc, on va prendre le continuous. Vous voyez, là, c'est février 2023. Il y a des échéances. Pour l'analyse technique, on va prendre ce qu'on appelle le continuous. Le continuous, c'est, vous ne pouvez pas le traiter. Il n'est pas négociable. Simplement, ça vous permet d'avoir une vision lissée des échéances. Donc, c'est plus simple pour faire votre analyse technique. Donc, voilà. Là, vous voyez, c'est lissé des échéances, mais ça, on ne peut pas le négocier, hein. Mais tout à l'heure, on prendra une position sur le Brent et on prendra position sur le Brent avec échéance. Alors, on va effectivement tracer nos moyennes mobiles pour commencer. Donc, bien sûr, la 200 qui est la moyenne mobile long terme. On va tracer la 50, hein, qui est plus moyen terme. Attends, je vais même vous changer la couleur, comme ça vous verrez mieux. Hop, c'est là-haut, la 50. Vous voyez, je vais dans le réglage, hein. Ça, vous savez aussi, je vous montre comment faire. On change de couleur, je mets vert, comme ça vous verrez mieux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les retracements de Fibonacci, hein. Donc, c'est quand il y a un mouvement assez franc, hein, et là, on le voit ici, hein, c'est quand même depuis 2000, depuis voilà, 2020 et notamment la sortie de Covid, hein, on voit qu'il y a une forte accélération, mouvement assez violent, assez fort, et ça nous permet de tracer les retracements du mouvement suivant. Donc, typiquement, le mouvement suivant, là, on y est depuis, notamment depuis quelques mois. Donc, on a nos niveaux, on va tracer des lignes parallèles pour clairement définir la tendance là, qui qu'il y a sur le marché depuis, notamment depuis en fait depuis juillet. En fait, surtout depuis qu'il y a ces craintes de récession et donc de ralentissement de la demande au niveau mondial, hein. Le pétrole était très volatile, hein, ces derniers temps parce qu'il est assez tiraillé. Il est tiraillé entre d'un côté, on a effectivement ces problématiques d'offres, on sait ces problèmes, voilà, d'investissement dans les infrastructures. On a l'OPEC, voilà, qui est plutôt sur une réduction du nombre de barils. On a ces tensions géopolitiques. Et de l'autre côté, effectivement, on a ces craintes de récession, voilà, donc ces craintes de demande mondiale là, qui viendraient s'affaiblir. On a les États-Unis notamment, même l'Europe, hein, avec leurs réserves stratégiques voilà, qui ont libéré plus de 200 millions de barils de leurs réserves stratégiques. Donc là, c'est venu peser à la baisse sur les cours. Mais au global, on a même si là, depuis le mois de juillet, on voit que la tendance est baissière, au global, nous, on est quand même plus mesuré dans le sens où, au global, on a toujours ces deux forces antagonistes, hein, côté qui tire les prix vers le haut et de l'autre côté qui tire les prix vers le bas. Ce qui fait que c'est pour ça, ça sera intéressant tout à l'heure de regarder ce qu'on peut faire en termes de stratégie de volatilité. Jouer sur le fait que ça ne bouge pas ou jouer sur le fait que ça va bouger beaucoup. Ça, on regardera. Alors, on va ajouter le RSI. Donc le RSI, voilà, sur une semaine, hein, utiliser les périodes par défaut, hein, donc période 14 jours,
valeur haute 70, hein, ce qu'on appelle le surachat, le valeur basse 30, le survente et la moyenne à 50. Alors, le RSI, on l'utilise pas tellement en réalité, hein, pour ce qui est de surachat, survente. Ça effectivement, on regarde, c'est important, mais on l'utilise surtout pour les divergences, hein, sur le RSI, mais surtout, les supports et résistances sur le RSI, hein. Supports et résistances, là, typiquement, on en a une, on va en tracer une ici. Hop, vous voyez? Vous voyez là, si je sais pas si je peux zoomer un petit peu. Voilà, là, on a clairement, une zone de support sur le RSI. On voit qu'on est aussi en zone, on arrive en zone de survente. Donc le potentiel sur le RSI, en tout cas en une semaine, hein, donc plus le laps de temps est élevé, plus on peut faire confiance aux indicateurs. On voit que le potentiel sur le RSI, heu, arrive peut-être à épuisement. En tout cas, on approche de la survente et surtout qu'on est sur, le support sur le RSI ici, hein. De plus, si on combine avec les 50 de retracement de Fibonacci, hein, ici ma ligne noire, hein, ma ligne noire dans cette zone-là, 50 de, retracement de Fibonacci, plus la moyenne, mobile de 100 jours qui vient encore soutenir, hein, sous le cours, juste là, on peut effectivement, penser, heu, qu'il peut y avoir en tout cas à court terme, si on se base là sur l'analyse technique et si on part aussi du principe qu'avec toutes les forces à l'antagoniste sur ce marché-là, la direction n'est pas si claire que ça finalement ça restera volatile, on peut effectivement tenter de prendre une position, sur ce niveau et aller chercher, là on est autour des 78, mettre un stop serré, hein. Donc en fait notre stop loss, on va le mettre, sous ce retracement de Fibonacci. On a vu ce retracement de Fibonacci, il date quand même, de la reprise post-Covid. Donc c'est pas un support, qui date d'il y a quelques jours, c'est un support qui date d'il y a quelques années, suite à la reprise post-Covid. Par conséquent, on peut effectivement faire davantage confiance à ce support, qu'un support qu'on aurait tracé sur quelques jours. Donc on va, si on prend un peu une directionnelle, on mettrait plutôt notre stop, hein, par ici, donc sur, notre stop loss ici, donc sur la zone des 60, des 73, hein. Donc ça nous ferait une perte de 5, hein, si on prend sur un baril. Rappelez-vous, un contrat sur le pétrole, c'est 1000 barils. Et à l'inverse, on ira chercher la zone de support au-dessus, donc qui est juste ici, hop, juste ici là, donc qui est plutôt la zone des 80, des 88. Donc take profit 80 des 88. Donc ça serait notre plan de trading, hein. Ça serait notre plan de trading. Donc on accepte d'aller perdre 5 dans vos 78, hein, on accepte d'aller perdre 5, pour aller chercher à peu près 10, hein. Donc on va prendre une position d'ailleurs maintenant. Donc pour prendre position, je clique droit, directement. Je clique droit directement, sur, alors là, je suis sur le continuous, hein, rappelez-vous, donc je ne peux pas traiter, le continuous. Il va falloir que j'aille sur celui qui a une échéance, mais j'aurais très bien pu faire aussi, hein, mon analyse technique sur, le pétrole avec l'échéance, mais il y a que lui qui se négocie, hein. Donc là, si je clique droit, je peux faire ma nouvelle opération. J'ai mes niveaux, hein, que j'ai définis sur le continuous. Continuous, celui qui est lycéen des échéances pour rappel, donc je peux avoir une vision, sur 2020 parce que là, par exemple, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin, hein. Regardez là, si je veux tourner, même si je me mets sur une semaine, je ne peux pas aller plus loin que février dernier. Parce que lui, c'est celui de l'échéance, active, c'est l'échéance, actuelle. Donc, on va prendre notre position, on va acheter, on va se mettre au marché tout de suite, on va se mettre au marché, on va ajouter notre limite stop. Donc, on a limite, on a dit qu'on allait chercher les 60, les 88, et notre stop à 73. On passe notre ordre d'achat. Donc là, j'ai toutes mes confirmations. Je vais revenir sur le continuous, comme ça vous voyez bien pour notre analyse technique. Je clique droit, rappelez-vous ça aussi, afficher les lignes d'ordre, afficher les lignes de position. Hop, mais là pareil, hein, vous ne le verrez pas sur celui-ci parce que c'est le continuous. Donc ça, c'est notre plan training pour si on veut prendre du directionnel plat. Mais rappelez-vous, heu, j'ai dit, voilà, au début, qu'on allait quand même regarder s'il n'y avait pas une stratégie de volatilité à faire. Pourquoi une stratégie de volatilité? Parce que, il y en a 2, on a 2 forces là
antagonistes, hein. D'un côté, voilà, on a ces prix qui sont tirés vers le haut, pour les raisons qu'on a évoquées. De l'autre côté, on a les prix qui sont tirés vers le bas aussi pour les autres raisons. Donc on a envie de se dire, on peut effectivement trader en range une, grosse partie de l'année 2023. Donc comment mettre à profit si jamais les prix du pétrole latéralisent et font un range? Je vais nettoyer, le graphique, de l'analyse technique. Comme ça va être plus clair pour vous. Je vais enlever, hop, je vais enlever les différentes annotations qu'on a mis en place. Comme ça, on va reprendre à zéro pour cette nouvelle stratégie. Je vais faire le récit et on va se fixer, 2 niveaux de range. On va se dire le pétrole, voilà, au vu des facteurs externes, heu des risques qui pèsent d'un côté comme de l'autre, hein. Effectivement, d'un côté, on a ces craintes de récession, mais de l'autre côté, on peut très bien avoir l'OPEP qui réagit, qui décide de réduire sa production de 2 millions de barils, donc qui réajuste, hein, l'offre et donc là, voilà, on verrait les prix repartir de l'avant. On peut aussi avoir rappelez-vous, hein, les États-Unis ont libéré énormément de barils de leurs réserves stratégiques. Mais à un moment donné, il faudra se poser la question, à quel prix, les États-Unis vont vouloir reconstituer en fait cette réserve stratégique et donc venir acheter massivement, des barils. Donc on va se dire effectivement, on va définir 2 niveaux, range. Vous allez voir, ça va être 2 niveaux assez éloignés et on va voir quelle est la stratégie de volatilité qu'on peut, tirer de cela. Donc, on va fixer, le premier niveau, voilà, autour des alors non, je vais pas prendre cette annotation, je vais prendre plutôt, la ligne, horizontale. On va la fixer autour des ici, ouais, ici on a quand même on voit qu'on a un bon niveau ici, autour des 80, 80, ouais, 80, 100. Allez, on va réduire un peu le scope, on va même se mettre autour des 93, vous voyez, pour être précis. Donc je clique sur modifier, je mets ma valeur comme ça, je tombe directement dessus et à la baisse, on va délimiter le canal, sur la zone des 63 à peu près, ouais, à peu près ici. Vous voyez là, on va aller un petit peu plus bas autour des 63. Voilà, donc en fait, pourquoi je trace ça? Heu, Là, on est pile au milieu, hein. Vous voyez, on est pile au milieu. Donc c'est pour se dire, au vu de ces éléments-là, heu, on pense que quand je dis «on pense», c'est pas la position de la banque ou, la position, c'est alors au vu de ces éléments, on peut penser que les prix vont évoluer, en tout cas jusqu'en février 2023, jusqu'en février, à quelques mois, hein, autour dans ces 2 zones de prix. Donc entre 63 et 93. Ça nous donne quand même un joli range, hein. Déjà entre 93 et 78, déjà ça nous fait un joli range et voir comment on peut, donc tirer profit de cette, situation. C'est-à-dire que si vous pensez que les prix vont rester entre cette zone de prix. Donc en fait, on va le faire avec les options. Rappelez-vous, on avait, traité les options notamment pour faire des covered calls, donc pour rémunérer notre take profit en fait, hein, ou se garantir un stop loss par exemple, pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, gagner si à terme, je ne sais pas si ça va monter ou ça va descendre, peu importe. Moi, je veux faire mon bénéfice si ça reste entre ces 2 bornes de prix. Et vous voyez que les bornes sont assez larges, hein. J'ai pris 93 à la hausse, 63 à la baisse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre déjà, un call. Donc je vais vente un call, au strike au prix d'exercice de 93. Donc c'est-à-dire que je vais vendre à quelqu'un le droit d'acheter à 93 et rappelez-vous, ces options sur le marché ont un prix. C'est-à-dire que le marché va me rémunérer pour, pour vendre cette option. À la baisse, je vais faire pareil. Après, on va y prendre position, on va se mettre sur le ticket d'opération. À la baisse, je vais vendre cette fois-ci, vente un un put à au strike 63, vente un put au strike 63. Donc là, je vais vendre à quelqu'un, le droit, de vendre à un prix de 63. Donc vous avez compris que si le marché on va prendre l'exemple là de notre put, si le marché cote au-dessus de 63 et
l'acheteur, il va jamais venir exercer, son option auprès de moi, sachant que sur le marché, il va la vendre plus cher. C'est en cote au-dessus, il va la vendre plus cher. Donc l'option va expirer sans valeur et moi, je vais garder la totalité de ma prime. Là, pareil, hein, pour la vente de call, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que si je vends à quelqu'un le droit d'acheter à 93, si le marché vaut en dessous, il va me dire: «Ah bah Nicolas, merci. Bon bah, j'ai payé ma prime, toi tu la gardes, tu l'as elle est dans ton portefeuille, dans ton solde d'espèces, elle bouge plus. Moi, malheureusement, voilà, j'ai perdu, bah, ma prime, mais le marché cote par exemple 80, donc je vais plutôt acheter mon baril sur le marché à 80 que de venir te l'acheter à toi à 93. Mais ce droit, il avait effectivement, il m'avait payé un prix. On va regarder quel prix on peut en tirer. Donc, je retourne sur. Alors, non, je peux même rester là. Je vais sur ce qu'on appelle le tableau d'options. Le tableau d'options, et on va regarder qu'est-ce que valent ces options. Donc, combien le marché va me rémunérer pour mettre en place cette stratégie de volatilité. C'est-à-dire gagner si les prix ne bougent pas ou bougent pas trop, en fait. Les prix ne bougent pas ou bougent pas trop. Donc, à droite, on a nos options de vente, donc nos puts. À gauche, on a nos options d'achat, donc nos calls. Et au milieu, on a nos strikes. Donc, on va commencer par le premier strike. Vous vous rappelez, le strike de notre call était à 93. On va se mettre sur l'échéance avril. L'échéance avril, ouais, ici, avril. Vous pouvez sélectionner les échéances ici. Donc, pourquoi il y a écrit février alors qu'ici, il y a marqué avril? Rappelez-vous, hein, c'est parce que le pétrole livraison avril a une date de notification en février. C'est-à-dire qu'entre février et avril, c'est l'acheteur et le vendeur qui vont prendre contact entre eux pour la livraison physique. Nous, on ne fait pas. Donc la livraison, donc la date d'échéance, nous, on va clôturer la position au 23 février. Donc en fait, cette position, elle est valable jusqu'au 23 février. Parce qu'en avril, ça va être la livraison physique. Et bien sûr, on ne fait pas de livraison physique. Donc, vous n'allez pas recevoir les barils chez vous. Alors, si on regarde effectivement le call, donc on se met à gauche, un contrat option d'achat, donc les calls, on va chercher le strike de 93, donc on descend, il est là. Il vaut 2,14. Vous voyez, pour février, hein. Donc je ne vous parle pas non plus dans 10 ans. Je vous parle de dans même pas 3 mois, même pas 3 mois. Donc il vaut 2,14. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça vaut 2,14? Rappelez-vous, un contrat, c'est 1000 barils. Un contrat, c'est 1000 barils. Donc si je vends cette option, donc si je vends à quelqu'un le droit d'acheter à 93, sachant que là on vaut 78, hein, donc il y a de la marge, il faudrait que ça dépasse 93 pour que je sois ce qu'on appelle assigné et que je doive effectivement, lui vendre les contrats à 93. Elle vaut 2,09, hein, on va arrondir à 2. C'est-à-dire que le marché me paye 2000 $. Là, au moment où je vais appuyer sur le bouton, le marché va me rémunérer 2000 $ qui vont venir se mettre dans mon solde espèce. Donc, je passe l'ordre. Voilà. Donc là, j'ai 2000 $ qui sont mis dans mon solde d'espèces. On va faire pareil pour notre put. Parce que regardez, si on retourne sur le graphique, donc là, on vient de le vendre ici, notre call 93, on a été rémunéré 2. Donc, euh, on va mettre 2, hop, 2, on a reçu 2 $. Hop, reçu 2 $. Et on va voir combien vaut le put au strike 63 maintenant. On va voir combien vaut le put au strike 63. Donc, je retourne sur mon tableau d'options. Maintenant, je regarde côté droit. Vous voyez, option de vente, donc les puts. Je redéfile. Ici, mettez bien près l'exercice tout, hein. Tout, comme ça, vous pouvez défiler, voir tous les strikes. Je vais à 63. Alors, combien il vaut à 63? Il cote 1,50. Alors, si jamais vous posez la question, qu'est-ce qui définit le prix d'une option? On va pas, ça c'est, j'allais dire, c'est assez technique. En fait, c'est une formule qu'on appelle notamment la formule de Black and Scholes. Il y en a deux autres, hein. Ça peut être le modèle binomial ou Monte Carlo, mais le plus couramment utilisé, c'est Black and Scholes. C'est simplement une grosse formule où dedans, on rentre la volatilité, on rentre le prix du sous-jacent, on rentre le prix d'exercice, on rentre les taux d'intérêt, on rentre on rentre le temps qui reste jusqu'à l'échéance, hein. Là, l'échéance, elle est au 23 février. On met tout ça dans une grosse machine, dans une grosse formule. Ça nous sort le prix qui est communément admis. Donc, ça vaut 1,50. 1,50, c'est-à-dire que si je la vends, là, je vais la vendre tout de suite. Donc, expiration avril, hein, mais la date de notification, c'est au 23 février. Donc, moi, la position va tenir, je vais être engagé jusqu'au 23 février, pas ensuite. Je passe l'ordre, je vais recevoir 1500 $. Là, tout de suite, là, je reçois 1500 $ dans mon solde d'espèces. Voilà, donc là, le marché vient de me rémunérer 3500 $. 3500 $. Hop, là, je vais agrandir l'écran.
et on va regarder un peu à partir de quand, parce que c'est bien joli ça, mais quand est-ce qu'on gagne et à partir de quel niveau on perd. Reçu, dollar, 1,50, donc allez, je vais mettre carrément 1500. Ici, je vais mettre 2000. Si je vais mettre 2000. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Donc maintenant, en fait, quel est mon risque? Quel est mon risque? Tant que jusqu'à janvier 2023, tant que jusqu'à janvier 2023, janvier 2023, en février 2023, si les prix restent entre ces deux bornes, il se passe absolument rien. Donc février 2023, c'est à peu près, c'est là, hein, ça va être là. Si les prix oscillent entre ces deux bornes qui sont assez éloignées, hein, qui sont assez éloignées. Et vous avez vu que c'est quand même rémunérateur, parce que comme c'est très volatile, les investisseurs payent cher pour se protéger, donc payent cher leur option. Donc, eux, ils payent, eux, ils achètent, et moi, je leur vends. Donc moi, je reçois, et eux, ils payent. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de volatilité, que ce soit les tensions géopolitiques ou tout ce qu'on a déjà cité, ça se paye cher. Donc, qu'est-ce qui va se passer en termes de profit et pertes? Donc là, si les cours restent entre 93 et 63, ah, il se passe absolument rien. C'est-à-dire que l'option va expirer sans valeur et je vais garder ma prime. Personne ne va venir me demander quoi que ce soit. Ma prime, là, vous avez vu, j'ai appuyé sur le bouton, elle est venue se mettre dans mon solde d'espèces. Il ne va rien se passer. J'ai gagné, on va dire, mon pari. J'ai ce qu'on appelle vendre la volatilité. J'ai vendu la volatilité. Je me suis dit que que ça allait se calmer, que ça allait aussi entre les deux, sans jamais vraiment dépasser et je garde mes 3 500 dollars. Même si ça termine à 65, hein. Pour vous comprenez pourquoi, je vais vous donner un exemple. Imaginez, on termine en février, on termine à 65 dollars. Imaginez les prix du Brent en février sont à 65 dollars. Et là, celui à qui j'ai vendu mon put, là, j'ai vendu mon put à prix d'exercice 63. Donc en fait, moi, je lui ai vendu le droit de vendre son pétrole à un prix de 63. Sauf que si le marché vaut 65, bah, il va aller le vendre sur le marché. Il va pas aller dire à Nicolas, rappelle-toi, tu dois me les vendre à 63, on a un contrat ensemble. Il va se dire, ah bah oui, le marché vaut 65, donc je vais aller les vendre sur le marché. J'ai aucune raison d'aller effectivement les vendre en prix 63 auprès de Nicolas si le marché vaut 65. Donc déjà, cette option, elle tombe à l'eau. Donc c'est ce qu'on veut quand elle tombe à l'eau, qu'elle ne vale plus rien. Si elle vaut plus rien, je garde la totalité de ma prime, soit les 1500 dollars. Donc ça, ok, c'est fait. Maintenant, on passe à la borne supérieure. Là, j'ai vendu un call. Donc, j'ai vendu à quelqu'un le droit d'acheter du pétrole à 93 dollars. Pourquoi il le ferait? Ah, il le ferait, par exemple, si lui, il veut se protéger, il pense que les prix vont monter beaucoup plus haut. Donc, lui, il se dit, bon, bah, je vais acheter ça, comme ça, au moins, je vais sécuriser un prix d'achat à 93. Et ça vaut de l'argent. Donc, moi, j'ai vendu à quelqu'un le droit d'acheter à 93. Imaginez, pareil, là, on termine à 80. Les prix valent 80. Bah, si les prix valent 80, il ne va pas venir me demander de lui vendre à 93, sachant que lui, il peut l'acheter à 80, il peut l'acheter à 80 sur le marché. Il peut acheter à 80 sur le marché. Donc, il n'a aucune raison de venir me les acheter à un prix de 93, sachant que sur le marché, il les aura moins cher. Je vois pas mal de questions, hein, je reviendrai dessus tout à l'heure, hein. Je les vois effectivement, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, si le marché vaut 80, il ne va pas venir me demander de lui vendre à 93. Donc, vous voyez, il n'y a pas de raison. Alors maintenant, donc ça, c'est si les prix restent dans les 2 bornes jusqu'à février, hein. Je ne vous parle pas dans 10 ans, hein, je vous parle vraiment à 3 mois. Il y a quand même une certaine probabilité pour que les prix restent, dans ces 2 bornes, hein. Vous voyez, la borne, elles sont quand même assez larges, hein. Bien sûr, plus vous élargissez la borne, moins, l'option va coûter cher. Donc si vous mettez, votre, borne inférieure à un prix de 40, bah, votre option, elle vaudra beaucoup moins cher. Peut-être que vous allez recevoir que 500 dollars. Et pareil, là, si vous remettez votre borne, élevée, elle vaudra moins cher. Après, c'est vous qui définissez votre risque. Ça, c'est votre risque, hein. Je peux aussi très bien serrer, resserrer mon range et dans ce cas de rémunérer beaucoup plus. Là, j'ai pris la décision de me mettre vraiment au milieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si, les prix, terminent, on va dire terminent à 95. J'ai les prix en février, terminent à 95, donc termine ici, 95. Est-ce que vous avez, une idée, ce qui se passe si jamais, je vois que vous êtes pas mal actifs sur le chat, hein, donc est-ce que vous avez une idée si jamais, les prix terminent à 95, au 23 février? Ce qui se passe, pour ma position? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que,
déjà, on va commencer par la situation, le put, donc notre put en bas. Notre put en bas à 63, là, il va absolument rien se passer, parce qu'on a vendu le droit à quelqu'un de vendre à 63, le marché vaut 95, il va jamais venir me demander de lui vendre à 63 si le marché vaut 95. Donc ça, on peut déjà, cette jambe, elle est sécurisée. Donc déjà, on a 1 500 de sécurisé. Donc maintenant, qu'en est-il de cette jambe-là? Cette jambe-là, effectivement, si le marché vaut 95, si le marché vaut 95, et que moi je l'ai, vendu le droit d'acheter à 93, exactement, je vois Eric, effectivement, on est exercé sur le call, ou ce qu'on appelle plutôt, on est, assigné, Bruno pareil, hein, effectivement, on est assigné sur le call, donc nous on doit les vendre, effectivement à 93. On doit les vendre à 93. Sachant que le marché vaut 95, on a une perte de 2. On a une perte de 2. C'est-à-dire que moi je dois aller sur le marché les acheter à 95 et les revendre derrière pour mon contrat à 93. Donc je perds 2. D'accord, je perds 2. Sauf que, rappelez-vous, j'ai vendu ici à 2, donc 2000, hein, parce que fois la taille du contrat qui est 2000 barils. J'ai vendu ici 2000, j'ai vendu ici 1500. Je suis toujours gagnant de 1,50. Je suis toujours gagnant de 1,50. Donc en réalité, moi je serais vraiment perdant. Je serais vraiment perdant si jamais le cours va à 96,5. À partir de 96,5, à partir de 96,5, là, je serais en perte. Je vais mettre là, ça comme ça, hop, 96,50. Là, je serais en perte. Ça, je vais vous le supprimer. Tac. Ici, là, je serais en perte sèche en fait, à 96,50. Et au-dessus, je serais en perte sèche. Et là, je serais exposé à 1000 $ du point. Donc, si jamais il clôture à 100, si jamais il clôture à 100, s'il clôture à 100, s'il clôture à 100, je perds 3,5, donc 3500. S'il clôture à 100. Donc, en fait, au-dessus, je suis exposé à 1000 barils de pétrole. Donc, s'il clôture à 120, après, vous voyez, c'est ça, il a aussi le risque, hein. Si imaginez, il y a une grosse explosion pour X raison des cours et qu'on termine à 120, bah, moi, ma perte, elle est quand même la différence entre 120 et 96,5. 120 et 96,5. Ça, ce sera une perte sèche, hein. Donc, entre 120 et 96,5, là, je prends un cas extrême, mais entre 120 et 96,5, il y a 23,5 points de différence, hein. Donc, 23,5 fois la taille du contrat, ça me ferait une perte de 23 500 $. Donc, vous voyez, ce qu'on peut gagner par rapport à ce qu'on peut perdre, c'est quand même asymétrique quand on fait ce genre de stratégie. C'est d'ailleurs cette stratégie qu'on appelle un strangle. On appelle ça un strangle. Quand on vend un call, on vend un put, on appelle ça un strangle. Mais après, quelle est la probabilité pour qu'effectivement les cours terminent à 120? Elle est effectivement assez faible. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement d'ici février, hein. C'est pas dans 10 ans, encore une fois, c'est d'ici février. Et voilà, donc c'est une des manières de jouer la volatilité. Alors, on va pas, pour pas que, voilà, que ça dure non plus trop longtemps, sachez que cette stratégie, là, c'est quand on est vendeur, mais on peut aussi être acheteur. Et là, si vous achetez ici, là, si vous achetez ici un call et que là, vous achetez un put, bah, vous, maintenant, ça va être le schéma symétrique. C'est-à-dire que vous souhaitez que les cours, là, vous avez dépensé 2000, vous avez dépensé 1500 ici, vous souhaitez que les cours dépassent ces bornes-là. Donc, vous jouez la volatilité, vous êtes acheteur de volatilité. Voilà, ça, c'est si vous êtes acheteur du strangle. Mais nous, on a surtout regardé pour vendeur de strangle, mais vous pouvez très bien, voilà, acheter ce niveau, acheter ce niveau. Au moins, là, votre perte maximum, c'est la prime payée, donc 2000 et 1500, donc vous payez 3500. Par contre, vous voulez que d'ici février, les cours soient ou en dessous, des 63 ou au-dessus des 93. Bien sûr, il faut tenir compte de la prime payée. Donc en réalité, votre point mort, il est un peu plus haut. Donc vous voyez, c'est le schéma symétrique. Mais ça vous donne déjà une première idée de comment on joue la volatilité. Ça, c'est voilà, une stratégie de volatilité. Ça, y a pas, on ne fait pas juste acheter ou juste vendre. Là, on ne prend pas de tendance, j'allais dire directionnelle. On n'est pas ce qu'on appelle en delta one. En delta one, où on prend du directionnel pur. Là, on joue uniquement sur est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va pas bouger, est-ce que je peux faire du profit ou pas avec ça. Mais il faut bien, je vous rappelle bien, hein, la vente d'options comme ça à découvert, c'est extrêmement risqué parce que vous avez un risque finalement qui est ouvert, que ce soit à la baisse ou à la hausse. À la baisse, il est capé par zéro. Donc, vous pouvez dire votre perte maximum, ça sera 63 000 $ moins les primes reçues. Et à la hausse, c'est infini. C'est pour ça qu'on dit qu'en théorie, c'est infini. Mais
Voilà, est-ce que d'ici février, les cours du pétrole peuvent atteindre 500 $? Ça, c'est encore, voilà, vous voyez qu'il y a aussi des probabilités et des choses qui ont plus de possibilités de se passer que d'autres. Alors, je vais revenir sur les questions et puis après, on pourra clôturer ce webinaire. Alors, Alors en couverture, alors Didier, alors qui nous dit: «En couverture, il faut donc 10 000 $ pour le call 93 et 10 000 supplémentaires pour le put 73». Alors c'est une bonne question. Donc est-ce qu'on prend la couverture sur les 2 jambes? Donc la couverture sur la vente du, call et la couverture sur la vente, du, put? Alors non, parce que le système est assez intelligent. Vous allez on va vous prendre uniquement, la marge ou le dépôt de garantie sur une des 2 jambes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est impossible que vous soyez exercé sur les 2 jambes, hein, enfin assigné sur les 2 jambes. Si ça prend une direction, bah, vous perdez sur l'un, mais vous pouvez pas perdre sur les 2 en même temps. Donc on va vous prendre que sur une des 2. Le risque, il est uniquement sur une des 2. Les cours peuvent pas aller dans le peuvent pas, voilà, ou ils explosent à la hausse et auquel cas vous perdez sur une jambe. Parce que si vous perdez sur votre ça explose à la hausse, vous perdez sur votre vente de call et vous gagnez toujours sur votre vente de put et inversement. Donc non, on ne prendra pas Didier, sur, les 2 jambes. On prendra que sur une des 2 jambes. Alors, quel indicateur pour suivre la volatilité? Alors, vous pouvez suivre la volatilité via le tableau d'options. Je vous invite de vous mettre à la monnaie. Donc à la monnaie, là on vaut 78 sur le contrat actif, 78 et vous avez les volatilités moyennes. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez les ajouter depuis gérer les colonnes. Vous ajoutez ici la volatilité moyenne. Faites le petit là, faites le petit plus et elle vient se mettre là. Et là, c'est la volatilité moyenne, c'est la volatilité implicite. Nous, on n'a pas de graphique de volatilité implicite, enfin d'historique de volatilité implicite. On l'a pas encore, c'est prévu, mais là, pour l'instant, on l'a pas. Il faudra se contenter de la volatilité historique qui est disponible dans les indicateurs. Mais la volatilité historique, c'est pas celle qui définit le prix des options, c'est la volatilité implicite. Donc c'est celle que vous voyez ici dans le tableau d'options. Alors, question Eric. La même question, une autre question d'Eric. Est-ce qu'en exercice, si le prix descend sous 63 le 15 janvier, par exemple? Alors, c'est pas systématique. C'est la différence. En fait, il faut d'abord regarder si c'est une option qu'on appelle américaine ou européenne. Donc américaine, effectivement, vous pouvez être exercé avant l'échéance. En réalité, dans les faits, hein, dans les faits, ça se passe que très rarement. Pourquoi? Parce que, exercer alors qu'il reste de la valeur temps, j'allais dire, c'est pas rationnel pour la contrepartie, sauf quelques cas, hein, par exemple des dividendes et cetera, mais ça on va pas parler de ça. C'est pas rationnel parce que l'exercer, ça veut dire que, par exemple, si vous vendez votre put 63, c'est-à-dire que c'est-à-dire que, en face, la personne, va, rogner sur sa valeur temps, sur sa valeur temps. Si l'exercice, elle va perdre la valeur temps, elle va justement juste récupérer sa valeur intrinsèque, de l'option. Par exemple, si le marché vaut, 50, si le marché vaut 50, bon, bah, super, il l'aura vendu à 63 parce qu'il m'aura exercé, il l'aura vendu à 63, donc il aura gagné 13. Sauf qu'en janvier, il y a une probabilité pour que l'option ait encore de la valeur temps. Donc l'option va valoir quoi qu'il arrive sa valeur intrinsèque, donc elle vaudra déjà quoi qu'il arrive 13, mais en plus elle vaudra sa valeur temps. Donc il y a une probabilité qu'elle ne va pas le 13, mais qu'elle vale en réalité 18. Donc en face, l'acheteur, il a plutôt intérêt de la revendre sur le marché que de venir m'exercer ou m'assigner avant l'échéance, parce qu'il reste de la valeur temps. Donc dans les faits, ça se produit rarement. Rarement. En général, vous êtes assigné à l'échéance parce que avant, la contrepartie préfère tout simplement la vendre que vous assigner. Est-on obligé d'aller jusqu'au terme de l'option? Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'aller jusqu'au terme de l'option. Vous pouvez la vendre à tout moment. Il faut savoir que dans le prix de l'option, il y aura la valeur intrinsèque et la valeur temps. Donc la valeur intrinsèque, c'est la différence qu'il y aura par rapport au cours. Donc si vous avez un strike à 93 et que le marché vaut 100 et que le marché vaut 103, bah déjà vous savez qu'il y a 10 dollars de valeur intrinsèque. Mais si on est en décembre, bah, vous aurez en plus de la valeur temps. Typiquement, la valeur temps, c'est le prix à lequel nous on l'a vendu, hein. Nous, il n'y a aucune valeur intrinsèque là dans nos options, hein.
il n'y a aucune valeur intrinsèque, hein. Le call 93, sachant que le marché vaut 78, il n'y a aucune valeur intrinsèque. Par contre, ça vaut quand même quelque chose. C'est ce qu'on appelle la valeur temps. Donc oui, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au terme de l'option. Alors sur le pétrole, on perd du cash, mais avec les actions, on achète les actions. Euh, alors, en fait, c'est qu'à l'échéance des options sur actions, si vous êtes assigné, vous recevez les actions. Vous recevez les actions et là, il y a pas date d'échéance. Là, sur les options sur le pétrole, les options, c'est les options sur le futur pétrole. En fait, si vous êtes assigné, vous recevez le futur en portefeuille. Mais le futur, il a une date d'expiration qui est quelques jours après. Il y a une date d'expiration. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, bon, bah tant pis, j'attends 2 ans que ça remonte en fait. Parce que là, le futur aura une date d'expiration et on clôturera. Donc, on peut plus prendre ça comme étant une perte cash, hein. Faut plus partir de ce principe-là. Alors bonjour, que se passe-t-il si on passe à 95 avant échéance et qu'on retombe à 80 à l'échéance? Eh ben, il se passe rien dans le sens où vous gagnez entre guillemets votre pari. En fait, c'est pas une barrière désactivante, hein, comme on peut avoir sur les turbos. C'est pas parce que le cours entre-temps dépasse les 93 que l'option elle s'arrête. Non, non, le cours peut très bien être au-dessus. Vous n'allez pas être assigné pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure parce qu'il reste de la valeur temps. Donc le cours est au-dessus. Par contre, votre perte latente il y aura une perte latente, hein. Mais derrière, si ça revient réintégrer le canal et qu'à l'échéance, on est toujours dans ce canal-là, et ben, vous avez gagné votre pari, si je peux dire ça comme ça, et vous gardez la totalité des 2 primes. Mais oui, mais je vois le fond de la question, hein. C'est en gros, est-ce que ça dépasse si ça dépasse dans la durée de vie du produit, de l'option, est-ce qu'on est forcément exercé ou assigné? Non, il peut très bien dépasser et revenir ensuite, réintégrer et on regarde à l'échéance et si c'est, dans votre borne, vous gardez votre prime. Alors, Renacia, peut-on se couvrir par achat d'options en dehors des chiffres retenus? Peut-on se couvrir par achat d'options? Après, effectivement, vous pouvez très bien vous couvrir, et ça, c'est une bonne question. Alors, peut-être ça, c'est une stratégie qui est un peu plus élaborée. Vous pouvez très bien, là, on rentre après tout dans ce qui est butterfly, condor, dans les stratégies pas compliquées, mais les stratégies un peu plus avancées où vous dites, par exemple, j'ai peur d'avoir un risque ouvert à la hausse, donc je vais aller acheter une option call à, par exemple, 120. Comme ça, si jamais ça dépasse 120, bah, mon achat d'option, va, venir couvrir la perte au-dessus. Donc en fait, je m'accepte de perdre entre 120 et 93, moins la prime, hein, moins la prime reçue plus la prime payée, mais au moins, je me couvre si jamais, j'ai peur que les cours, je sais pas, terminent par exemple à 200 $. Je me dis: «Bon, bah, je veux pas prendre le risque au-dessus», donc j'achète une option d'achat. Là, cette fois-ci, j'achète une option d'achat à 120 et donc ça me permet de ne pas perdre au-delà de 120. Donc en gros, je prendrai ma perte uniquement entre 120 et 93 si jamais les cours dépassent ce niveau. Donc oui, pareil pour en bas. Donc c'est une façon effectivement de se protéger. Là, on rentre dans les condors et butterfly effectivement, où on délimite quand même, on accepte de perdre, mais pas au-delà d'un certain niveau. Donc voilà, moi je veux pas perdre au-dessus de 120, donc je vais acheter un call à 120 et au moins je serai protégé si les cours vont au-dessus. Donc je perdrai que entre 120 et 93. Si l'explosion ou la chute du prix a lieu avant le 23 février, une question de Jean, alors il n'y aura aucune conséquence pour mes options. Bah, oui, ça rejoint, la question précédente. Hem, Si avant le 23 février, les prix explosent d'un côté ou de l'autre, en perte latente, heu effectivement, vous aurez une perte latente, hein, parce que l'option est pricée en temps réel sur le marché. Mais par contre, ça ne désactive pas le produit ou quoi, hein, vous n'êtes pas obligé de vendre. C'est pas parce que ça dépasse que vous allez être assigné, encore une fois. Parce qu'il reste de la valeur temps. Donc la contrepartie préférera toujours vendre, enfin toujours, heu, plus grosse partie du temps, préférera vendre son option que vous assignez. Donc en réalité, on regarde surtout à l'échéance. Donc si entre temps elle a dépassé ou pas, c'est pas, heu, c'est pas, éliminatoire, j'allais dire. Voilà, et je crois que là, on a un gros, gros rallye sur le pétrole au moment où on se parle. Heu, voilà, donc il y a un Keystone, quelque chose là au moment où on se parle. Alors, bah, voilà pour ce webinaire. Je vous remercie, hein, à chaque fois de votre présence et de vos questions. N'hésitez pas à aller sur notre Trustpilot,
mettre voilà, des commentaires, que ce soit pour des idées de webinaires que vous souhaitez faire ou simplement pour nous encourager. Voilà, nous mettre un petit commentaire. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas si Christopher, tu veux peut-être rajouter un mot? Oui, oh bah, je pense que juste pour vous remercier, merci, énormément pour cette excellente présentation, Nicolas. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous l'ai rappelé, ce sera un rendez-vous un petit peu particulier puisqu'on vous présentera les prévisions choc de Saxo Bank. Donc je le rappelle, vous pouvez vous inscrire sur le site de Saxo et donc c'est le 15 décembre, toujours à notre horaire habituel, 13 heures. Merci encore à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci Nicolas également. Merci, à bientôt.